Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on souffle des bougies. 5 bougies, c'est l'âge de Louis Média, un studio de podcast qui a fortement contribué à créer la grammaire de ce nouveau média en France. Plusieurs séries ont aussi traité de sujets qui nous passionnent ici à School TV. On va en parler avec Charlotte Pudlowski, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Une double actu aujourd'hui, la Journée mondiale du climat et la COP 28. Elles se rejoignent dans les programmes du primaire, de géographie et de SVT. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, rencontre avec un ado extrêmement ingénieux. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Célie Luton pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Un anniversaire donc aujourd'hui dans la quotidienne, les 5 ans de Louis Média, studio de podcast narratif créé par Mélissa Bounois et Charlotte Pudlowski. On a choisi de le célébrer cet anniversaire pour au moins 3 raisons. D'abord parce que Louis Média s'est beaucoup intéressé à des sujets que l'on croise régulièrement ici, notamment l'adolescence ou les violences sexuelles. Ensuite parce que le podcast est un média jeune, mais aussi un média qui parle aux jeunes, alors même que ces jeunes se détournent des médias traditionnels. Et puis enfin, et j'aurais pu commencer par là, parce que chaque podcast de Louis Média est un véritable petit bijou sonore. Charlotte Pudlowski, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, bon anniversaire. Merci. Un peu de vocabulaire pour commencer, j'ai dit podcast narratif, en quoi ça se distingue de podcast qui ne le serait pas? Alors, nous, ce qu'on appelle les podcasts narratifs, simplement des podcasts qui racontent des histoires. Après, ça peut vouloir dire 1000 choses, puisqu'il y a 1000 manières de raconter des histoires. Donc, on a des émissions qui sont très courtes, on a des émissions qui sont longues, on a des émissions sérielles, on a des émissions de flux. Mais on dit narratif parce que nous, notre savoir-faire chez Louis et ce qu'on a vraiment développé comme spécificité, c'est cette manière de raconter des histoires, de faire des choses très scriptées avec des personnages, d'être vraiment dans la construction. C'est-à-dire qu'on ne met pas des gens autour d'un plateau pour débattre ou parler de sujets d'actu comme ça. Ni du reportage d'actu. Oui, globalement, l'actu, c'est pas exactement ou d'autres podcasts. J'ai dit natif, j'ai dit narratif, j'aurais pu dire natif aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas rattaché, même si ça vous est arrivé à certains moments, mais vous n'êtes pas rattaché à des médias existants. Vous battez avec vos propres forces sur les différentes plateformes. Arrivé d'être rattaché, mais bon, on peut parler des spécificités. Ouais. Mais natif, c'est par opposition au replay. Voilà. C'est-à-dire que replay, ça va être une émission de France Culture qu'on écoute à la radio et qu'on peut retrouver ensuite en podcast, mais qui n'a pas été créée pour être diffusé directement sur les plateformes. Ce qui, entre nous, n'a rien de nouveau. Enfin, je veux dire, c'est juste une possibilité. C'est quand moi j'étais jeune, j'enregistrais sur des cassettes, je réécoutais plus tard. C'était quand ça? C'est Non, mais en au 19e siècle, ce qui est particulier, c'est effectivement de produire directement pour les plateformes, parce que ça veut dire avec une liberté totale de format. Donc, c'est pour ça que je dis on a des émissions courtes et des émissions longues. Donc, certains épisodes qu'on peut trouver dans les émissions de Louis Média vont faire 55 minutes, d'autres vont faire 8 minutes. Et ça, c'est une liberté qui est précisément parce qu'on ne rentre pas dans une grille. Donc quand on est sur France Culture, par exemple, on va devoir faire entre 2 journaux, entre 9h et 10h. Donc on est sur des formats plus cadrés. Absolument. Pour décrire ce que vous êtes, vous dites que vous êtes un média paradoxal, car il permet d'échapper au vide et au silence sans passer par la frénésie usuelle de l'information. Ouais, ça c'est la force du podcast de manière générale. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est abreuvé en permanence d'images, on est dans une consommation extrêmement rapide de l'information, et le podcast, ça permet d'aller au fond des choses sur un temps extrêmement long. Moi, j'ai coutume de dire que c'est un petit peu entre la littérature et les séries, ou entre le livre et la vidéo, au sens où ça nécessite un peu plus de concentration et d'engagement que la vidéo, qu'on a tendance parfois à consommer un petit peu sans faire attention, et notamment les vidéos en ligne, ça va s'ouvrir directement dans notre flux Facebook, par exemple, et on en aura vu 400 à la fin de la journée, mais on ne saura plus bien ce qu'on a vu. Le livre, ça demande vraiment un engagement et une concentration très très forte. Le podcast, je trouve que c'est un petit peu un entre les deux. Ce qui frappe pourtant dans vos podcasts, parce que vous parlez du silence, c'est que vous, justement, vous laissez une place au silence. Vous allez les chercher, les silences, les non-dits. On respire, il y a des creux, il y a des niches. Oui, alors il y a les silences et les non-dits, c'est encore deux choses différentes. C'est 2 choses différentes, mais c'est vrai que nous, on fait tout un travail sur la création sonore, donc ça passe et par la musique et par le silence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se permettre en podcast, qui est plus compliqué à gérer en radio. Et c'est vrai que parfois, on peut laisser des silences très longs à l'intérieur. Enfin, très longs, ça va pas être 10 secondes, parce que ce serait énormissime. Non. Mais en tout cas, effectivement, on a traité effectivement un certain nombre de sujets assez lourds qui imposent aussi de laisser le temps au silence. Et aux hésitations et aux respirations. L'aventure, elle a commencé aux États-Unis. On parle parfois d'orientation dans cette émission. Vous, c'est une grande réussite de votre orientation, puisque vous êtes, il y a une quinzaine d'années, à l'école de journalisme de Sciences Po. Vous ne rencontrez pas vraiment Mélissa Bounois à ce moment-là,
mais quelques semaines après, si j'ai bien compris, quelques mois après. C'est un master en 2 ans de journalisme qu'on faisait ensemble avec Mélissa. On ne se connaissait pas en première année et puis par hasard, on se retrouve à choisir le même échange dans le Missouri et on se retrouve par hasard en répondant à la même annonce pour être coloc. Ah oui, c'était même pas volontaire de se retrouver on répond à la même annonce Craigslist pour un appart, donc du coup on se retrouve coloc. Non, sans faire exprès. Je pourrais vous raconter des détails, mais c'est un peu long. Et donc, on se retrouve à habiter ensemble dans le Missouri, ce qui est quand même particulier, le Missouri, quand on a l'habitude de vivre à Paris. Et puis, c'était la première campagne d'Obama. Donc, c'était à la fois un moment extrêmement stimulant intellectuellement, extrêmement riche en termes de journalisme, en termes politiques, en termes de société. Et un moment de creux, puisque le Missouri, c'est autre chose. Et donc, notre amitié s'est nouée là, à ce moment-là, dans cette colloque. Et puis, c'était le moment où on découvrait, du coup, le journalisme américain. Donc, elle prenait des cours de code, de web, etc. Elle était très branchée à la nouvelle technologie. Moi, je prenais des cours de ce qu'on appelle la littérature du journalisme, donc je découvrais John Didion, Tom Wolfe, Alex Kotlovitz, etc. Et puis on découvrait à ce moment-là les podcasts. C'était où d'ailleurs dans le Missouri? Parce qu'il y a Missoula dans le Missouri, mais Columbia, Missouri. Columbia, Missouri. C'est la plus vieille école de journalisme. C'est l'endroit où enseignait Jim Harrison. Il y a une tradition. Vous dites c'est un peu plat le Missouri, mais c'est quand même un endroit visiblement où on apprend des formes de narration extrêmement puissantes. Non, mais c'est une école de journalisme extraordinaire. On se moque un peu parce que voilà, ça fait toujours marrer les gens quand on dit que tout a commencé dans le Missouri, mais c'était une école géniale. On a aussi pris par ailleurs des cours de photo, parce qu'il y a un programme de photo extraordinaire qui a aussi nourri notre réflexion sur la narration journalistique. Et une dernière question, est-ce que vous vous souvenez du moment Eureka avec Mélissa, du moment où vous dites tiens, on va donner naissance à quelque chose, et ce quelque chose va donner Louis Média? Il y a eu plein de moments d'Eureka, parce qu'après le Missouri, c'est une amitié qui s'est construite beaucoup sur des rêves. On a passé beaucoup de temps à rêver ensemble, à se dire et si, comme les enfants qui disent si on était, et on dirait qu'on serait, et voilà, et on dirait qu'on serait patronne de médias. Et voilà, et ça donne Louis Média. Et dans les séries les plus connues que vous avez réalisées, ou peut-être Une nuit, titre d'un des podcasts, je le disais, les plus connus de l'aventure Louis Média, il a quand même eu le prix Chaffanjon du reportage français, le prix du meilleur podcast au Grand Prix des médias CB News. Il a aussi donné lieu à un livre chez Grasset. On va en parler avec Charlotte Pudlowski, mais juste après l'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. En ce 8 décembre, journée mondiale du climat, journée créée par un certain nombre d'ONG, et puis toujours à Dubaï, cette COP28 avec la négociation des experts. Et c'est l'occasion pour vous de nous parler dans l'Anti-Sèche du climat. C'est un sujet qu'on étudie tout au long de la scolarité, en fait. Ouais. Alors d'abord, peut-être commencer par définir ce qu'est le climat. Allons-y. Je cite le petit Robert. Okay. Ensemble de circonstances atmosphériques et météorologiques, humidité, pression, température propre à une région. Ok, ça, tout va bien. C'est possible. Il est déterminé par plusieurs facteurs. 7, vous en avez dénombré. Oui, alors l'atmosphère, la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère jouera un rôle important dans la température mondiale moyenne. Le soleil, bien évidemment. Les courants océaniques, la circulation atmosphérique, autrement dit la circulation sur Terre des différentes masses d'air, la végétation, qui détermine la quantité de rayonnement absorbé par la surface de la Terre, le déplacement des masses terrestres, c'est-à-dire la tectonique, et dans une moindre mesure, le mouvement de la Terre, c'est-à-dire le changement d'axe, d'inclinaison, etc. Quand on parle dérèglement climatique, on parle avant tout des effets des gaz à effet de serre. Oui, c'est la cause principale, effectivement. Alors, certains gaz de l'atmosphère terrestre agissent à la manière des parois d'une serre. Ils permettent à l'énergie solaire d'entrer dans l'atmosphère, mais l'empêchent de s'en échapper, provoquant le réchauffement climatique et évidemment l'activité humaine est productrice de ces gaz. Alors parmi ces gaz, il y a le dioxyde de carbone qui est produit à plus de 50% par la production de chaleur et d'électricité et de l'agriculture. L'agriculture qui d'ailleurs est la première source d'émission du méthane et du protoxyde d'azote, aussi des gaz délétères pour notre atmosphère. Et le protoxyde d'azote est également émis dans une moindre mesure dans le cadre de la combustion du carburant et du traitement des eaux usées. Et enfin les gaz fluorés qui sont des gaz synthétiques utilisés dans l'industrie. Et là on a repéré un certain nombre de conseils qu'on peut nous donner dans nos vies quotidiennes sur la façon d'essayer de contribuer à limiter l'émission de ces gaz à effet de serre. Vous le rappeliez en intro, la COP28 se tient à Dubaï actuellement, elle va s'achever le 12 décembre. C'est un événement qui a aussi été l'occasion pour l'éducation nationale ou d'autres organisations de lancer des outils pédagogiques nouveaux. Oui, c'est une initiative d'abord de l'Agence française de développement et du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, vous l'avez dit, avec le concours de l'Office for Climate Education. En fait, c'est un kit de simulation de COP climat proposé aux élèves de secondaire. Ça leur permettra de participer à des simulations de négociations sur le climat. Ce kit pédagogique est organisé en 6 séances et avec sont fournis des fiches acteurs pour que chaque élève puisse se mettre dans la peau d'un négociateur. Expérience, et on en avait parlé ici, qui avait été menée en 2021 autour de la biodiversité d'ailleurs. Cette question des enjeux climatiques, elle va prendre de plus en plus d'ampleur dans les programmes à l'avenir. Ça y est, l'Éducation nationale a compris. Oui, alors le Conseil supérieur des programmes a été saisi par le ministère de l'Éducation nationale dans ce sens pour renforcer, je cite, les éléments
ayant attrait au changement climatique, au développement durable et à la biodiversité. Renfort qui passera par... Les sorties sur le terrain, en milieu naturel, les classes découvertes. Il y a aussi les perturbations des écosystèmes et leur résilience qui sont davantage abordées. Les effets des incendies et de son évolution au cours du temps font leur apparition dans les programmes. Et enfin, les élèves sont invités à s'impliquer dans les actions et des projets en lien avec le développement durable. Formidable, un petit chiffre pour terminer ? Oui, selon le directeur de l'Office pour l'éducation au climat, plus de 80% des enseignants de la planète veulent enseigner le changement climatique, mais plus de 2/3 ne savent pas comment le faire. Intéressant. Voilà, ils ont qu'à télécharger tous ces documents parce que tout ça est évidemment en accès libre sur Internet. On se retrouve pour la récré ? Bien sûr. Super. L'anniversaire, Louis Média, Charlotte Pudlowski, Grand Oral. Je vous le chanterai pas, mais ça donne un beau jour ou peut-être une nuit. Près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. C'est de cette première strophe de la chanson L'Aigle Noir de Barbara qu'est tiré le nom de la saison 2 du podcast Injustice. Elle a été réalisée par Charlotte Pudlowski. Et le sujet, c'est l'inceste, celui dont votre mère a été victime. Histoire, vous l'avez souvent raconté, on ne va pas la re-raconter en détail, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas encore écouté ce formidable podcast, que vous découvrez un peu par hasard. Et alors, vous étiez encore jeune à l'époque, mais pas enfant en tout cas. Oui, j'étais quand même déjà assez adulte parce que j'avais 26 ans. Voilà. Et un beau jour, ma mère me dit, au resto, comme ça à table, voilà, mon père s'absente un instant et elle me dit, tu sais, moi, mon père, je dis, non, quoi, ton père? Elle me dit, comme il a essayé d'abuser de moi. Et en fait, à ce moment-là, quand elle me dit ça, outre le fait que c'était une agression et c'était ses mots à elle essayer d'abuser d'elle, mais il l'avait agressée. C'est que moi, ma surprise à ce moment-là, elle n'est pas tant que ma mère ait été victime d'inceste parce qu'on devine un peu toujours les secrets de famille, etc. Donc ça faisait sens. Ce qui ne faisait absolument pas sens, c'est que ma mère et moi, on est extrêmement proches, on se parle beaucoup, on s'aime très fort et on se parle de vrais sujets, pas juste de météo. Et donc je ne comprenais pas qu'elle ait tenu ce silence pendant 26 ans. Et donc le début de mon enquête, c'est ça, et c'était vraiment ma question très personnelle à laquelle j'avais besoin égoïstement de trouver une réponse, qui est comment c'est possible qu'elle ne m'ait pas parlé. Et donc j'ai décidé d'enquêter sur ce sujet-là, ce qui a donné ce documentaire. On devine toujours un peu. On devine toujours un peu parce qu'en fait... Vous saviez en fait. Alors je ne savais pas, mais je ne savais pas. Mais ça ne m'a pas surprise. Parce que, par exemple, j'avais passé des années à dire mais il ne s'est pas passé un truc dans la famille. Il se trouve que moi, mon père est ashkénaze, donc je pensais que c'était plutôt de ce côté-là et qu'il y avait des secrets autour de la Shoah. Voilà. Donc je savais. Donc j'en avais beaucoup parlé à mon psy. Parce que dans beaucoup de familles, il y a un silence pesant là-dessus, ça a sauté les générations. Je vais pas faire la psychanalyse de mes parents ici, mais je pense qu'il y a un peu de silence qui se sont quand même trouvés dans leur histoire d'amour. Ouais. Et beaucoup de victimes d'inceste lisent beaucoup de textes sur la Shoah et disent que dans le rapport au silence et aux mots, il y a quand même des choses... Bon, je ne sais pas du tout pour comparer, retrouve, mais... Ouais. C'était pas absurde comme questionnement de ma part. Mais c'était pas la bonne réponse. Et il se trouve que j'ai une grande sœur que j'interviewe aussi dans le documentaire, qui, elle, avait posé la question à ma mère explicitement et qui, quelques années plus tôt, lui avait dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père ?» Et ma mère lui avait répondu. Et moi, à un moment donné, j'avais dit à ma sœur, est-ce que tu sais sur notre mère, sur ma maman, des choses que je ne sais pas? Elle m'avait dit oui, mais tu ne veux pas savoir. Il se trouve que moi, Tu ne veux pas ou tu ne peux pas? Oui, mais tu ne veux pas savoir. Ne me pose... Oui, d'accord, tu ne veux pas savoir. Ok, je comprends. Et moi qui pose beaucoup de questions dans la vie, puis je ne suis pas devenue journaliste pour rien, je n'ai pas posé la question. Donc c'est bien qu'effectivement, je ne voulais pas savoir. Ouais. Alors que dans la vie, je déteste les secrets. Avant mes 26 ans, après mes 26 ans, enfin, je veux dire, j'ai vraiment développé un rapport au secret et au mensonge qui est assez épidermique. Et je n'ai pas posé la question à ma sœur dont je suis aussi très proche. Donc voilà, il y avait évidemment des éléments. Et par exemple, le psychanalyste Serge Tisseron raconte très bien dans un petit, je crois que c'est un petit que sais-je, sur les secrets de famille, qui a toujours une manière dont les secrets suintent par un regard des parents, à un moment donné quand il y a un mot qui est... Et puis par ailleurs, moi je les connaissais, les parents de ma mère, on allait chez eux. Je sentais bien que l'ambiance était pesante quand on allait là-bas. Je pensais que c'était pour d'autres raisons. Ouais, enfin, ça suinte, il faut le voir que ça suinte. Mais c'est pour ça que je ne savais pas ce qui s'était passé. Ce que je savais, c'est que c'était douloureux d'aller là-bas. En tout cas, c'est un podcast qui a eu un retentissement considérable. Et vous vous êtes un peu retrouvé en situation de porte-parole, vous, des victimes d'inceste. On se tourne vers vous quand la Ciivise est menacée de suppression, comme récemment, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous signez la pétition. Ça vous a mis à la lisière du journalisme et de la militance. Comment vous vivez ce rôle? Je ne me sens pas du tout porte-parole et je ne me sens pas du tout militante. Ouais.
je me sens engagée. Parce que de toute façon, moi, je crois à un journalisme situé. Bien avant de faire Ou peut-être une nuit, et ça fait partie des réflexions qui ont présidé à la création de Louis Média, et c'est déjà ce que j'aimais quand je travaillais avant pour Slate.fr et j'avais créé des podcasts là-bas. La question du journalisme à la première personne, donc de situer, comme en sciences sociales, de dire voilà d'où je parle, exactement. Et c'est devenu une expression un peu à la mode, mais en réalité, c'est une réflexion très profonde des sciences humaines, de dire on a besoin de situer la connaissance. C'est une réflexion portée par les sciences humaines, par les courants féministes, etc., de dire en fait la question de la neutralité, elle est à repenser. C'est simplement plus riche, plus dense et plus stimulant intellectuellement, je trouve, et plus de situer, plus honnête. Et quand c'est plus honnête, c'est plus intéressant, je trouve, pour produire je trouve c'est plus pertinent pour produire de la connaissance. Donc voilà. Donc moi, c'est de toute façon quelque chose qui m'intéresse, le journalisme à la première personne, et je crois très profondément, évidemment, en partie à cause ou grâce à mon histoire, mais aussi pour des raisons je pense purement intellectuelle. Je crois que le langage, c'est ce qui transforme le monde, que la manière dont on se parle, c'est quelque chose qui fait qu'on arrive à faire société ou pas. Donc évidemment que ce qu'on fait comme journalisme, je pense que ça transforme le monde. Moi, j'y crois très fort. Donc produire un contenu, effectivement, ça engage. 5,8 millions de Français écoutent des podcasts natifs au moins une fois par semaine. Et selon l'APCM d'octobre 2023, je pense que vous avez vu les chiffres, Louis Média avait 6 podcasts, si j'ai bien compté, dans le top 100 des podcasts les plus écoutés en France. C'est pas rien pour un 5e anniversaire. Charlotte, on vous retrouve, si vous le voulez bien, juste après la récré. Cécile Fournier. Rebonjour Cécile. Rebonjour. Un jeune homme extrêmement ingénieux dans cette récré. Vous l'avez trouvé dans le Journal des enfants, grand quotidien pour la jeunesse. Oui, il s'appelle Gabriel Rocher, il a 16 ans. Donc le Journal des enfants raconte comment ce passionné d'électronique et de programmation a créé un téléphone écologique qui ne vaut que 30 €. Alors, comment il s'y est pris ? Alors, le Paxophone, c'est son nom, n'a rien à voir avec un smartphone. Il n'y a pas de réseaux sociaux pour éviter l'addiction au téléphone. Ni appareil photo, on peut appeler, se faire appeler, envoyer des messages. Moi, ça me rappelle un peu ma jeunesse. Oui, on appelait ça un bebop quand j'étais jeune. Oui, effectivement. Alors, faites pas semblant de rire sur le plateau, vous n'avez pas compris la référence. Mais... Effectivement, le but de Gabriel, en fait, il vise à se libérer des grandes marques. Se libérer des grandes marques. Et à passer moins de temps sur les écrans, en fait. Et surtout montrer qu'il est possible de le faire soi-même. Mais soi-même, donc lui, mais nous aussi. C'est-à-dire qu'il va mettre le mode d'emploi à disposition. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il fait. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore le construire. Mais effectivement, sur le site, vous pouvez trouver les bidules et les machins et les plans. Moi, je ne comprends pas grand-chose. Mais voilà, tous les plans seront communiqués gratuitement et tout sera libre de droit. Donc, vous pourrez créer votre propre téléphone avec vos propres applications. Gratuitement. Génial. Et en quoi tout ça est écologique ? Oui, parce qu'en fait, toutes les pièces peuvent être changées indépendamment chez soi, toujours. Et il y a beaucoup moins de composants électroniques. Et il est évolutif. C'est-à-dire qu'on peut avoir la dernière version sans avoir à tout changer ou sans aller vers une version à 1 000 €, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois à peu près ce que vous voulez dire. Voilà. 16 ans, il a. Oui, c'est surtout ça l'histoire. Ouais. Il a 16 ans. Il a commencé à travailler sur son prototype à 13 ans. Extraordinaire. Moi, à 13 ans, je ne faisais pas ça. Moi, à 16 ans non plus. Voilà. Il faut dire qu'il a toujours aimé démonter les trucs pour comprendre, en fait, les bidules, les radios, voilà, et c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, à 30 ans, il a 13 ans, il s'est lancé le défi de, je cite, créer un téléphone portable sans en avoir les compétences. Enfin, il a un petit peu les Génial, vous allez suivre tout ça. Vous allez bien bricoler, vous, en plus. Bien sûr. Surtout que Cécile, elle vient faire des expériences et elle les réussit, en plus. Je vais rater mon paxophone. Vous allez faire un paxophone ? Oui, je vais en faire un. Ok, génial. Le défi est lancé. Merci beaucoup, Cécile. Grand oral, Charlotte Pudlowski. Louis Média, Louis avec un E, un prénom féminisé par le pouvoir d'une lettre, ce qui dit toute l'importance que nous accordons au féminisme et au langage, au verbe et à la capacité que nous leur prêtons de changer le monde. Fin de citation. En fait, si vous écoutiez juste avant la récré, c'est ce que vous avez expliqué. Mais c'est extrêmement cohérent puisque c'est une présentation qui sonne un peu comme un manifeste et que j'ai trouvé sur le site internet du studio Louis Média, dont on célèbre aujourd'hui le 5e anniversaire avec Charlotte Pudlowski, une de ses fondatrices. Votre premier projet, donc ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles ici à School, Louis Média, alors il y avait des sujets sur l'inceste, qui est un sujet dont on parle régulièrement, mais c'est vous avez suivi l'entrée au collège d'une jeune fille.
de Justine. Exactement, et donc elle est en terminale cette année, donc ce qui marque bien l'évolution de ce qui s'est passé chez lui ces dernières années. Et en fait, j'allais la voir une fois par semaine, je l'enregistrais, et j'en ai fait effectivement ce podcast qui raconte la sortie de l'enfance, mais c'était un documentaire en temps réel, je ne savais évidemment pas ce qui allait se passer dans son année. Il se trouve que ça a été une année qui racontait du coup aussi le deuil, le harcèlement scolaire, les difficultés ou pas à se faire des amis, et la manière dont on change quand on sort de l'enfance. C'est une année fondamentale, l'année de 6e. Vous la castez comment? Parce que dès les premiers épisodes, avant même qu'elle entre en classe de 6e, elle a un recul sur elle-même, une capacité à verbaliser, à commenter presque. Non, je suis préadolescente, je suis pas encore tout à fait adolescente. Et puis les gens pensent que elle est juste, c'est une cliente extraordinaire, comme on dit. Extraordinaire. Je l'ai pas castée, c'est parce que je l'ai rencontrée que j'ai décidé de faire ce documentaire. Je l'ai rencontrée chez des amis. C'était la fille de quelqu'un que je connaissais, et on a eu une conversation. Et le lendemain, en débriefant cette conversation avec mon mec, il m'a dit mais c'est quand même dingue cette conversation que vous avez eue, on n'entend jamais ça, etc. Tu devrais l'enregistrer, donc c'est grâce à Hugo. Et c'est né comme ça. Et ça a été une année fabuleuse. Et c'est une des grandes rencontres de ma vie, cette petite fille. Ouais, extraordinaire. Qui n'est plus si petite. Et oui, c'est ça. Et d'un certain nombre de personnes qui l'écoutent. Vous avez des épisodes ou des moments clés, des moments préférés, soit dans cette série, soit en règle générale dans ces 5 années de Louis Média, vos coups de cœur, Oui, il y a eu énormément de moments forts, et moi c'est ce que j'ai trouvé très amusant dans l'entrepreneuriat, c'est de faire beaucoup de choses que je ne savais pas faire, de découvrir beaucoup de choses et de vivre, alors c'est très galvaudé de le dire comme ça, mais c'est vraiment une aventure par les gens qu'on rencontre. Donc il y a les gens que j'ai interviewés, et donc Justine donc pour Entre en est une. Un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées pour Peut-être une nuit, c'est aussi des rencontres très fortes. Ou Peut-être une nuit, à titre personnel, ça a été un documentaire qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Oui, vous avez dit que ça a provoqué chez vous un immense chavirement intellectuel, mais aussi psychologique. Je n'étais plus le même jeu. Absolument. Ou Peut-être une nuit, c'est avant-après Jésus-Christ dans ma vie. Si vous deviez mettre des mots là-dessus. Non. Ça va vous faire des économies, croyez-moi. Si on arrive à le faire en une minute, parce que je vous épargne 15 ans de psychanalyse, je vous raconte pas. Non, mais simplement, voilà, moi je crois très fort à ça. C'est pas juste... c'est quelque chose de sortir du silence. Je n'avais pas mesuré que ce serait quelque chose pour moi aussi, puisque je n'avais pas mesuré à quel point c'était aussi mon silence. C'est une très bonne chose de parler. Voilà, je peux juste dire ça. Mais je veux juste dire aussi quand même qu'il y a les rencontres avec les personnes que j'interviewe, et il y a les personnes avec qui je travaille quotidiennement. On a parlé de Mélissa, qui est une des personnes les plus importantes de ma vie. Il y a aussi Katia Sanro, qui est notre DG, que j'ai rencontrée tout au début de Louis Média et qu'on a fait venir ensuite, qui est une rencontre hyper importante. De voir grandir l'équipe, etc. C'est vraiment des choses qui comptent au quotidien. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe, pardon? On est une petite vingtaine en permanente, mais il y a aussi les centaines de personnes avec qui on travaille, freelance, ingé son, scénariste, musiciens, etc. 60% de l'audience des podcasts est composée de personnes ayant moins de 35 ans, les podcasts en général, alors que les audiences radio baissent et vieillissent. Est-ce que le podcast, c'est l'avenir de la radio ? Je pense, après la question c'est aussi à quoi ressemble l'avenir du podcast, c'est-à-dire il y a le podcast en tant que média et puis il y a où est-ce qu'il est consommé, comment, etc. Et ça c'est une question passionnante et fondamentale, c'est-à-dire que moi je pense que l'avenir de la radio c'est effectivement le podcast, et d'ailleurs on voit très bien à quel point Radio France se mobilise sur ça, c'est un signe très important, mais il y a aussi de plus en plus d'écoutes qui se font sur YouTube par exemple, ce qui est hyper intéressant puisque c'est un type d'écoute différente. Il y a aussi énormément de gens qui écoutent des vidéos comme si c'était des podcasts, c'est-à-dire sans regarder l'image. Donc moi je pense que globalement l'avenir des médias passe beaucoup par le son. Après, c'est comment on va consommer ce son-là, c'est une question en tout cas en cours. En cours, bien sûr, mais en tout cas c'est par excellence le média de l'intime. Absolument. Enfin, je pense que le podcast raconte mieux l'intime que n'importe quel autre média, mais c'est aussi le média sur lequel, puisqu'on parle d'éducation, on peut aussi avoir énormément de pédagogie et par exemple, vous parlez souvent de la vie scolaire, donc des révisions, etc. C'est aussi hyper probant. On mémorise beaucoup mieux ce qu'on écoute dans les podcasts que ce qu'on voit en vidéo. C'est un mode de concentration différent. Donc c'est aussi un outil extraordinaire, pédagogique extraordinaire qui est encore sous-exploité aujourd'hui. Vous restez avec nous, on va pousser les portes de la librairie de Célie Luton. On fait ça tous les vendredis pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. Merci beaucoup, Cécile. La librairie, Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Tout va bien dans la librairie
Tout bien. Normalement, la période d'avant Noël, c'est pas mal. Mais c'est ça, c'est la période où on propose des livres qui en jettent un petit peu. On essaye de proposer des choses waouh pour cette fin d'année qui vont nous faire rêver. Premier waouh, le rendez-vous d'Anne-Florence Lemasson et Dominique Erhardt. Oui, ça c'est une nouveauté des grandes personnes. Alors, chaque chien. Quand même. Mais oui. Elle a regardé ce qui se passe. Voilà. Voilà. Que des chiens différents à chaque double page. Des maîtres différents, réunis par leur amour pour leur compagnon à 4 pattes ou leur bipède, ça dépend. Ils vont se retrouver. Tout est dans le détail. Du petit chien qui court très très vite, du gros chien qui... Oui, mais c'était pas la bonne page, voilà. C'est pour ça. Il y a des petits, vous avez... Ah oui, voilà, petits. Voilà, ils sont mignons comme tout. Vous avez les personnages, le détail, leur coupe de cheveux, leur tenue, tout est soigné. C'est toujours très beau chez les grandes personnes, c'est pas... Et puis alors, pop-up. Et il y a le rendez-vous. Où va-t-on? On se retrouve. Ah oui, c'est technique. Ça. Regardez si c'est pas beau. C'est ça, c'est incroyable. Vous avez des livres pour enfants, vous? J'adore les livres pour enfants et j'adore les chiens, j'en ai un. Voilà. Ah ouais, d'accord. C'était calculé. Je vous laisserai négocier avec Céline, sinon c'est dans le 17e, la librairie des enfants. Les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa, Régis Lejon, bien connu. Et alors une flopée d'auteurs, pas forcément des auteurs... Oui, c'est ça, voilà. Ça, c'est un collectif, c'est un livre où Régis Lejon, justement, a donné à chaque auteur ou autrice une illustration pour susciter son imaginaire, enfin leur imagination, pardon. Et on est parti sur une petite Gaïa qui va malheureusement mourir prématurément. Oui, parce qu'il y a une histoire. Et oui, c'est une longue histoire où justement chaque nouvelle est la suite de la précédente. Notre princesse Gaïa va voyager du Mexique à la Bavière et telle est la destinée, et ça c'est très bien dit dans le résumé, de cette princesse qui a su attendrir la mort. À l'origine, donc, cet illustrateur bien connu, Régis Lejon. Vous avez du beau monde dans les 9 illustrateurs. Vous avez quand même Fred Bernard qui était venu récemment à la Quotidienne. On a Cécile Roumiguière. C'est une flopée d'artistes. Henri Monial, Alex Couchot aussi. C'est Little Urban, l'éditeur. Oui. Ça, c'est, je crois, l'ovni de cette fin d'année. Je l'ai gardé pour aujourd'hui. Génial. Oui. Et alors? Oui, il y a des grands-enfants. Elle me voit venir, elle sait ce que je veux dire. Vous êtes terrible. De Caroline Herman, Absolutely Chanel. Exactement. Alors, c'est pas... Ça, c'est pas un catalogue de pub, c'est un livre pour les jeunes. Pas du tout. Voilà, pas exactement. Du tout. Non, mais c'est pas son premier beau livre. On est à Noël, on se fait plaisir. Et là, quoi de mieux que de connaître l'histoire? C'est un beau livre, c'est un documentaire. L'histoire de la marque, l'histoire de la femme derrière la marque. L'histoire de la petite robe noire. Exactement. Et bon, je l'ouvre pour qu'on voit que, à la fois, il y a de belles photos, des photos très patrimoniales, et puis la possibilité de retirer... Il est bourré de surprises. Voilà. C'est un livre... Et regardez, je vous ouvre une surprise, par exemple. Oui, et là, c'est c'est la ligne simple. Et voilà, les premiers croquis de la petite robe noire. Vous avez une photocopie. La version 1926, on reste sur la petite robe noire, quand même une célébrité. Voilà. Vous avez la main de Gabrielle Chanel également. Elle avait une toute petite main. Oui, les petites mains qui ont cousu les plus belles robes. Vous avez aussi son extrait de naissance. Enfin, c'est vraiment un échantillon de parfum, il n'y a pas ça. C'est pas le premier livre. Et c'est pour les grands enfants, on a dit, parce que ça, pour un adolescent, des fois... Bon, mais c'est vrai que pour un ado passionné par la mode, c'est du beau livre. Exactement. Curieux, quelque chose qu'on va garder dans une bibliothèque. Et c'est vrai que c'est très éducatif, on fait de l'histoire, parce que Chanel, c'est une traversée du siècle, en fait. Elle a marqué l'histoire de la mode, mais pas que. Pas pour rien qu'il y a des expositions régulièrement à son sujet. Et l'autrice de ce livre n'en est pas à son premier livre sur la mode, puisqu'elle en avait fait aussi un sur Yves Saint Laurent, un sur Dior. Et c'est une collection chez Larousse, en tout cas. Oui. Et effectivement, cette autrice, Catherine, je vais y arriver. Sous le sapin. Catherine Herman est historienne de la mode et commissaire de nombreuses expositions. Exact. Bon, merci beaucoup. Plein de cadeaux. Plaisir. Oui. Merci aussi à Charlotte de nous avoir accompagnés dans cette quotidienne. Bon anniversaire, Louis Média. Merci. C'est quoi les prochains projets les prochaines sorties. Vous abonnez à tous les podcasts de Louis. Je sais déjà fait. Le teasing, c'est terrifiant. Bon, et vous réécoutez, ça se trouve très facilement sur toutes les plateformes, les principales plateformes d'écoute de podcast. Si vous êtes directement sur le site de Louis Média, vous aurez tout ça également. Merci donc également à toute l'équipe de l'émission au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie par Emma Frari, et Louise Merlin au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV. Nous, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.